Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabrice Pannekouk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Moutier, conseiller régional délégué aux vallées de montagne et nouveau président de l'agence régionale touristique Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on vous invite à la veille de la saison de ski. Comment elle s'annonce déjà ? Cette saison s'annonce bien. Les indicateurs qui datent d'hier, donc qui sont tout frais, montrent que nous avons des taux de réservation qui sont satisfaisants, qui sont plutôt alignés sur l'hiver 2019-2020, dont on sait que ça avait été une très bonne saison, et donc de belles perspectives. Alors, on a malgré tout quelques inquiétudes, ou en tous les cas quelques vigilances sur la manière avec laquelle l'évolution sanitaire va se passer dans les semaines qui viennent, sur l'organisation aussi que nous avons pour accueillir dans les meilleures conditions les publics qui viennent vers nos territoires de montagne, avec des campagnes de tests qui sont organisées, des conversions de schémas vaccinaux et un accompagnement sur les vaccinations complémentaires qui sont à conduire. Et puis, un point de vigilance, là encore, renforcé du côté des centres de vacances, parce que nous avons eu à enregistrer un certain nombre d'annulations de séjours pour les jeunes, de classes de neige notamment, et là, nous avons une grande vigilance, parce que ces centres ont été fragilisés par la saison précédente. Ils ont mis en œuvre tout ce qui permet de recevoir les jeunes dans les meilleures conditions, sauf que nous sommes dans un système aujourd'hui où ces jeunes sont regardés comme des touristes et non pas comme des scolaires, ce qui évidemment crée une véritable distorsion par rapport au temps dans lequel ils sont dans leurs établissements. Donc là, nous avons une grande vigilance et nous accompagnons ces centres de manière très rapprochée. Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur de nouvelles mesures sanitaires qui pourraient être prises en raison de cette 5e vague en cours ? Il n'y a pas d'inquiétude en l'État. Tout est fait par l'ensemble des professionnels, l'ensemble des acteurs des territoires de montagne pour que les conditions sanitaires soient les plus favorables, les plus respectées. Vous n'avez aucun signal du gouvernement donc, pas de signal à ce stade du gouvernement ou des acteurs d'une manière générale. Et vraiment, je redis ici l'engagement très fort de tous les instants de l'ensemble des acteurs de la montagne pour garantir des conditions sanitaires tout à fait favorables. Alors on sait que la saison dernière a été difficile avec une fermeture des stations de ski alpines, mais il y a eu aussi du positif. Les Lyonnais notamment ont découvert les joies du ski de fond beaucoup plus que d'habitude. Est-ce qu'on retient des évolutions positives de cette saison particulière ? La saison particulière et globalement la crise sanitaire n'a pas profondément changé. Le monde n'est pas nouveau depuis cet événement de la crise sanitaire. En revanche, ce qui est évident, c'est que ça a été catalyseur d'un certain nombre d'évolutions qui étaient d'ores et déjà initiées et qui se sont profondément renforcées, qui se sont aussi très souvent accélérées. Et vous avez raison de dire qu'il y a eu de nouvelles pratiques parce que la montagne n'a pas été désertée. Elle a été pratiquée autrement. On pouvait toujours être dans la promenade, dans la contemplation ou dans l'exercice de quelques activités qui ne nécessitaient pas les remontées mécaniques. Mais tout ça n'a pas permis de faire le chiffre d'affaires des stations. Les compensations qui ont été apportées ne sont pas non plus le chiffre d'affaires. Et il faut là-dessus que nous ayons la vigilance qui s'impose pour accompagner ces territoires et ne pas aller vers un arrêt des activités. Tout ce qui s'est fait de manière complémentaire est une bonne chose, mais ne vient pas remplacer les activités traditionnelles qui restent le moteur économique et le générateur d'activité. Ce qu'on a beaucoup entendu l'année dernière, c'était que le ski alpin ne représente que 10% des Français qui vont bénéficier de ce tourisme-là, et que donc c'est un sport d'élite et que la montagne aurait à gagner à se tourner plus vers le tourisme local. On peut tout dire sur ce sujet. Et évidemment, chacun, en fonction des valeurs ou des idéaux qu'il défend, peut avoir un regard sur ce territoire de montagne. La réalité, elle est aussi économique. Et on sait que lorsque les remontées mécaniques ne fonctionnent pas, ce qui était le cas l'hiver dernier, eh bien, le moteur économique est à l'arrêt. On est engagé, y compris de manière très forte avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les activités de diversification, parce que nous sommes dans un moment de transition et cette diversification doit être à l'œuvre. Mais pour la financer, il faut qu'il y ait un moteur économique. Or, l'activité d'hiver et la saison autour des remontées mécaniques, c'est le moteur économique. On parle sur notre territoire d'un chiffre d'affaires lié à l'activité hivernale qui est de l'ordre de 9 milliards d'euros. On ne peut pas se détourner de 9 milliards d'euros sans avoir suffisamment préparé. Alors avec Laurent Wauquiez, vous avez établi un plan montagne 2 qui s'élève à 100 millions d'euros et qui est critiqué puisque sur ces 100 millions, 30 millions seront consacrés
à la construction de canons à neige. Est-ce que ce n'est pas un peu anachronique avec le réchauffement climatique ? Non, ça n'est pas anachronique. Et si on veut avoir une vision de l'engagement de la région en direction de la montagne, il faut regarder les choses de manière un peu plus globale. D'abord, il y a eu un premier plan montagne en 2016, lorsque nous avons été élus. Il a consacré beaucoup, effectivement, sur la partie de l'enneigement et de la garantie neige. Et les choses ont évolué. On a eu ensuite un deuxième plan qui a été un plan d'urgence et de relance qui est intervenu au moment de la crise sanitaire et qui a été voté en février 2021. Et c'est 400 millions d'euros qui ont été apportés là à l'ensemble des acteurs pour leur permettre de passer ce mauvais moment, je dirais, de la saison blanche et ensuite organiser la relance avec d'ailleurs de grands soutiens à l'innovation, ce qui est important parce que la montagne est un territoire d'innovation. Et ensuite, ce plan 2 qui est arrivé dernièrement, que nous avons voté en octobre dernier, effectivement, un tiers de ce plan en direction de la neige et des retenues collinaires, dont je rappelle qu'elles sont de plus en plus multi-usages, ce qui veut dire qu'elles servent toute l'année et à différents types d'activités. Mais ça veut dire qu'il reste quand même 70 millions d'euros qui sont consacrés sur le reste, et notamment sur la diversification, notamment sur les actions menées par les territoires en direction des économies d'énergie notamment, et de la transition énergétique des stations et de l'altitude, et puis tout ce que nous faisons en direction de la jeunesse. Et ça, c'est un élément qui est majeur, de se dire que nous travaillons diversification, économie d'énergie et jeunesse. C'est bien le sens de ce que nous préparons le territoire de demain. Vous constatez quand même qu'il y a de plus en plus de mobilisation contre ces nouveaux grands équipements. À la Clusaz, là, sur la 5e retenue collinaire qui est prévue, qui doit permettre justement d'alimenter les canons à neige, ou encore la liaison entre les deux Alpes et la Grave. Désormais, dans les montagnes, c'est des grands équipements qui passent moins bien. Oui, ça, effectivement, il y a de la remarque et ça grince, mais on est en responsabilité dans ces décisions. On est en responsabilité de donner les conditions de permettre aux territoires de rester des territoires habités. C'est ça le fond de l'histoire. Et les territoires habités, ce sont des territoires sur lesquels on peut aussi travailler, sur lesquels il y a une activité. Avec ce qui est fait dans ce cadre-là, on donne à ces territoires la possibilité d'avoir quelques années devant elles d'économie, et de temps aussi pour préparer la transition et la diversification. Pour autant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ces aides en direction de la neige et des retenues collinaires ne se font pas avec des distributions comme ça. Il y a un moment donné où les sujets sont étudiés. Et un certain nombre de territoires, j'ai pour habitude d'évoquer les Bauges en Savoie, sur lesquels nous ne sommes pas allés pleinement sur la question de la neige de culture. On y est allé pour partie, et ça a été le cas avec la retenue collinaire qui a été créée, mais aussi sur la diversification. Parce qu'en fonction des altitudes, en fonction des territoires, eh bien, l'approche des activités n'est pas la même. Et donc, le rôle de la région dans cette affaire, c'est de pouvoir venir accompagner les acteurs sur leur territoire en fonction des réalités de terrain et en fonction des perspectives et des ambitions qui sont définies. Alors parlons de cette diversification. Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire, le tourisme 4 saisons ? Ce ne sont pas les sorties en raquette ou en montagne, en marche à pied, aussi agréables qu'elles soient, qui font vivre l'économie des vallées ? Alors vous avez évoqué la question des 4 saisons, et effectivement, selon les altitudes auxquelles nous nous situons, les 4 saisons ne veulent pas dire grand-chose. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est travailler à une activité qui soit la plus possible lissée sur l'année. Et quand on est dans la montagne bourbonnaise, ça n'est pas la même chose que lorsque nous sommes en Haute-Maurienne, évidemment. Et donc, il faut pouvoir l'adapter. La diversification, on l'opère déjà depuis plusieurs années, même si cela n'est pas assez mis en avant, je crois, du côté de notre région. L'engagement dans le dispositif que nous appelons Espace Valléen, que nous appelons Station Vallée Pôle de Nature, que nous appelons Montagne 4 saisons, que nous appelons Excellence de pleine nature, sont autant de dispositifs servis par la région Auvergne-Rhône-Alpes au bénéfice des territoires et qui permettent de faire de la diversification depuis plusieurs années déjà. Donc ça marche. Ça marche parce que nos territoires regorgent d'atouts, qu'ils soient patrimoniaux, qu'ils soient gastronomiques, qu'ils soient d'activités ludiques diverses, et donc ça fonctionne. Là où nous devons nous poser la bonne question, c'est comment sommes-nous capables de générer une économie qui permettra de faire le tampon ou l'amortisseur au regard des économies traditionnelles et historiques que nous connaissons. Ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos à ce qui a fait notre force et ce qui fait encore notre force aujourd'hui. Ça veut dire qu'on accompagne, dans un moment de lucidité, une transition qui semble aujourd'hui nécessaire
et adapté en fonction des territoires auxquels nous nous adressons. Un sujet sur lequel vous êtes peut-être plus en phase avec les écologistes, c'est de penser le téléphérique comme alternative à la voiture. Vous souhaitez développer des grands téléphériques dans les bas de vallée pour rejoindre les stations et éviter que les gens montent en voiture. Vous savez, globalement, moi je suis en phase avec tout le monde. À partir du moment où on accepte de regarder la réalité du terrain et de définir avec objectivité les engagements que nous prenons. Effectivement, sur ces ascenseurs valléens, l'idée est de pouvoir créer une mobilité douce, bas de vallée, haut de vallée, et décarbonée. L'avantage de l'ascenseur valléen, c'est qu'en plus, il permet de circuler avec la plus grande sécurité, puisqu'on laisse son véhicule en fond de vallée, et ensuite on a cette liaison. La définition de l'ascenseur valléen, c'est une liaison câblée qui s'adresse à tous, et donc aux piétons, et donc aux personnes à mobilité réduite. Et s'il y a des skieurs, tant mieux, mais en tous les cas, c'est d'abord de s'adresser à tous, dans un environnement préservé et décarboné. Un sujet sur lequel vous êtes peut-être moins en accord, c'est l'hydrogène. Vous êtes un grand défenseur du plan hydrogène. On voit que la France fait plutôt le choix de l'électrique. Il y a déjà énormément d'investissements à faire pour créer des stations partout en France sur l'électrique. Est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir développer un deuxième réseau supplémentaire sur l'hydrogène ? En fait, il faut regarder là aussi avec beaucoup de lucidité et plutôt s'adresser à un bouquet énergétique. Moi, je vous le dis comme élu local, je vous le dis comme élu régional. Je ne dis pas il ne faut pas faire d'électrique et il faut faire de l'hydrogène. Je vous dis il faut un bouquet. Dans le bouquet, il y a quoi ? Il y a de l'électrique, et aujourd'hui, on voit bien que nous avons passé un palier important dans notre pays autour de l'électrique, et donc il faut l'appréhender en tant que tel. Il faut de l'hydrogène, parce que là où nous nous trouvons, et notamment sur les domaines de montagne, l'hydrogène est sans doute plus adapté que l'électricité pour des questions d'autonomie, pour des questions de résistance au froid. Il y a aussi sans doute une place pour le gaz encore dans nos territoires. Je reviens un instant sur l'hydrogène. Lorsqu'on est à moins 6 degrés, les batteries électriques perdent 40% de leur autonomie. Voilà. Quand on est dans une activité de mobilité qui nécessite beaucoup d'énergie, l'hydrogène est une meilleure réponse parce que plus grande autonomie, parce que recharge qui peut être faite beaucoup plus rapidement. Nous avons fait d'ailleurs la confirmation cette semaine avec un véhicule qui a fait un record d'endurance à Val Thorens sur le circuit de glace, où de manière partenariale avec la région, avec Michelin, avec Impulsion, nous avons fait 6 heures de démonstration avec ce véhicule. On est occupé d'analyser les données, mais c'est un véritable succès et ça vient confirmer que sur de l'endurance, sur de l'altitude et au froid, l'hydrogène est la bonne réponse. Alors évidemment, nous ne sommes pas tout à fait tous alignés sur cette affaire. Parce qu'en réalité, certains pays ne jouent pas le jeu qui est celui de la France. Et je vous le dis ici comme représentant de France Hydrogène. Certains pays font tourner des centrales à charbon pour élaborer l'hydrogène. C'est évidemment un trop mauvais choix. Nous, ici, nous avons la chance à la fois du nucléaire et surtout de l'hydroélectricité, qui nous permet du coup d'avoir une énergie de base qui est propre, qui est décarbonée, ce qui nous permet ensuite d'élaborer un hydrogène de qualité. Pour développer l'hydrogène, il faudra plus de nucléaire. Oui, en tous les cas, il faudra avoir une stratégie au regard de notre énergie initiale qui doit être peut-être plus affûtée qu'aujourd'hui. Et toutes les pertes d'énergie que nous pouvons avoir et toutes les optimisations, je pense à l'hydroélectrique en particulier en le disant, que nous pouvons avoir sur les unités existantes, eh bien il faudra les utiliser pour que cet hydrogène qui n'est pas une énergie, mais qui est un vecteur d'énergie, que nous puissions utiliser cet hydrogène à bon escient. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il peut être stocké, et que quand il est stocké, il est stable. Ce qui n'est pas le cas avec l'électricité, puisqu'il nous faudrait des batteries de manière qui n'est pas réaliste. Ce qui n'est pas le cas avec l'hydrogène. Et nous travaillons avec un certain nombre de partenaires. Je vous rappelle qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons la chance de concentrer 80% des acteurs de l'hydrogène, 80% des acteurs de la filière, entre ceux qui font du développement, de la recherche et de l'aménagement. Tout ça, c'est chez nous. Et c'est pour ça que notre région est la première, d'ailleurs, sur cette question de l'hydrogène. Et c'est pour ça que nous continuons d'investir de manière forte sur la mobilité légère, sur la mobilité lourde et sur les unités de distribution et les électrolyseurs pour fabriquer cet hydrogène décarboné,
et au service de nos mobilités propres. Allez, on a fait assez complet, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser une dernière question sur les Jeux Olympiques. On a beaucoup d'athlètes dans la région qui se préparent à aller en Chine. On a entendu dire que la région aimerait être candidate aux Jeux Olympiques d'hiver en 2030. C'est quelque chose que vous souhaitez, effectivement? La région ne l'a pas exclu, et c'est un sujet sur lequel j'ai la chance de m'impliquer avec le président et avec Gilles Chabert. Oui, il faut le regarder. En tous les cas, notre région dispose d'atouts aussi près de Paris 2024, est-ce que c'est bien raisonnable? Oui, parce qu'en réalité, quand on regarde le calendrier des grands événements et des rendez-vous olympiques notamment, on voit que c'est possible. Alors évidemment, on peut trouver toutes les bonnes raisons pour dire que ça ne l'est pas. En réalité, ça l'est. Et puis surtout, nous avons sur notre territoire, du Mont-Blanc au Vercors, comme se plaît à le rappeler Laurent Wauquiez, des équipements et une histoire olympique aussi, qui nous permettent de représenter un candidat crédible. Alors, où en sommes-nous à ce stade? On est plutôt dans le moment où on se jauge et où on cherche de voir si cela est bien pertinent dans cette temporalité, avec l'objectif 1, de fédérer les Alpes du Nord autour de cette possible candidature, et 2, de pouvoir faire un événement qui soit un événement tout à fait respectueux de notre environnement et des finances publiques, c'est important de le rappeler. Fabrice Pannecook, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.